Quels sont les outils du psychologue social pour changer les comportements? On l'a vu dans les autres vidéos, la psychologie sociale, c'est quelque chose d'assez vaste et il y a beaucoup d'applications possibles. Cependant, les outils généraux qu'utilise le psychologue social pour faire son travail, c'est globalement les mêmes. Dans cette vidéo, je ne parle pas trop de théorie, mais plutôt des différentes techniques dont dispose le psychologue social pour travailler sur la compréhension ou le changement des comportements. Pour faciliter la compréhension, cette vidéo sera un PowerPoint que j'ai créé et que je vais commenter parce que les schémas seront plus parlants que mes mots seuls. Je m'appelle Thibaut, je suis psychologue social et dans cette vidéo, je vais te parler des différents outils dont dispose le psychologue pour réaliser tout type d'intervention. Prends un carnet, un stylo, on commence la séance. Comme j'en ai parlé dans la vidéo sur les débouchés en psychologie sociale, il existe 3 niveaux d'intervention possibles. D'abord, un état des lieux, c'est-à-dire comment est-ce que les gens pensent et agissent par rapport à la problématique qu'on étudie. Ensuite, un niveau d'explication, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les personnes pensent et agissent comme ça. Et enfin, un niveau d'action, donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour gérer ou changer cet état de fait. Alors, les deux premiers niveaux, l'état des lieux et l'explication, font partie de ce que j'appelle le diagnostic, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe, quelles sont les variables, donc vont en découler différentes variables qu'on va utiliser ensuite pour mettre en place de façon pratique des actions concrètes pour procéder au changement ou en tout cas à la gestion des comportements qui nous intéressent. Alors je vais utiliser un exemple pour que ce soit plus parlant, celui de la pollution des ménages français. Alors, au niveau de l'état des lieux, la question c'est comment est-ce que les Français polluent et comment est-ce qu'ils pensent la pollution, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils la perçoivent, c'est quoi la pollution pour eux. Ensuite, au niveau d'explication, c'est pourquoi est-ce qu'ils polluent et pourquoi est-ce qu'ils perçoivent la pollution de la façon dont on l'a vu au niveau de l'état des lieux. De ces deux niveaux vont en découler plusieurs variables, par exemple des besoins individuels, qui vont être différents donc selon les personnes, ou alors des conditions de vie. Donc on va pouvoir faire des catégories d'individus. Par exemple, à la ville ou à la campagne, on n'a pas les mêmes services. À la campagne, on va davantage peut-être utiliser la voiture. Et ensuite, au niveau des classes sociales, par exemple, plus on est aisé, plus il est facile de s'acheter des services, de s'acheter des objets aussi, et donc plus le niveau de pollution peut être élevé. Ensuite, au niveau des services publics proposés, par exemple les transports en commun, selon le réseau de transports en commun, selon les différents transports qui sont proposés, on ne va pas non plus avoir le même type de pollution, si on parle là de pollution au niveau des transports. Et aussi, est-ce que la ville a mis en place des voies cyclables, par exemple? Est-ce qu'elle a mis en place un service de vélo que tous les habitants peuvent utiliser, comme on voit par exemple à Paris ou à Lyon? Et au niveau de la société, il y a bien sûr la question de la société de consommation. Donc on est dans une société qui nous pousse à consommer, donc ça touche tous les aspects de notre vie, et donc évidemment ça n'aide pas à réduire la pollution. Donc voilà, on dispose de différentes variables, et avec ces variables, on va pouvoir mettre en place des actions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour changer les mentalités, c'est-à-dire la perception qu'ont les gens de la pollution, ou alors, alors diminuer cette pollution de façon effective. Alors, pour le diagnostic, le psychologue dispose de différents outils. Là, j'en mets plusieurs en avant. Donc, il y a l'entretien, c'est-à-dire discuter avec une ou plusieurs personnes, donc un entretien individuel ou collectif, qu'on va appeler entretien collectif, on va pouvoir l'appeler focus group. Eh bien, ces entretiens vont nous permettre de savoir pourquoi les gens font telle ou telle chose. On va pouvoir aller plus en profondeur que par exemple avec le questionnaire qui est un autre outil qui va plus être là sur une étude du grand nombre mais qui ne va pas pouvoir permettre d'aller bien en profondeur pour comprendre les motivations des gens. Ensuite, on a par exemple la carte mentale, c'est-à-dire comment les gens perçoivent un environnement urbain ou rural, n'importe, mais comment les gens perçoivent un environnement physique, comment ils se déplacent dedans. Et en fait, c'est souvent différent de la réalité. C'est-à-dire, par exemple, si je dispose d'un bus pour aller d'un point A à un point B,
Si je demande à la personne de me dessiner donc, tout cet environnement, la ville où elle habite dans une carte, elle va peut-être percevoir cette distance plus courte qu'une autre distance qu'elle doit parcourir à pied. Donc sur la carte, les distances vont être disproportionnées, mais ça va refléter son vécu, comment elle vit la ville et comment elle vit ses déplacements dans la ville. À partir de ça, par exemple, on peut se promener sur un des trajets qu'on veut étudier avec la personne et lui demander de faire ce qu'on appelle un récit autobiographique, c'est-à-dire on lui demande de nous parler de ce qu'elle fait d'habitude quand elle prend ce trajet, à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle observe, qu'est-ce que ça lui rappelle par rapport à son passé, qu'est-ce que ça dit de son histoire, etc. Ensuite, on a par exemple l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que par exemple, si on veut changer un service ou par exemple un outil numérique, il faut d'abord comprendre comment les gens perçoivent ce service ou cet outil et comment ils l'utilisent. Et à partir de là, on pourra savoir quels sont les leviers d'action qu'on devra utiliser pour mieux adapter ces outils ou ces services à leurs besoins. On peut aussi tout simplement observer une situation, donc l'observation, mais on peut aussi demander aux personnes elles-mêmes de rapporter des indications, c'est-à-dire dans un journal de bord. Par exemple, pour les questions alimentaires, on demande à la personne notez tous les jours ce que vous avez mangé. Ou alors une personne dont on veut voir l'équilibre entre vie perso et vie professionnelle, on leur demande par exemple pendant une semaine, tous les jours, vous notez de telle heure à telle heure si c'est de la vie perso ou de la vie pro. Et ensuite on verra donc si vous êtes dans un équilibre selon vos perceptions, etc. Donc une fois qu'on a fait le diagnostic, on va pouvoir en extraire différentes variables qu'on va utiliser pour mettre en place des actions concrètes à travers différents outils. On a par exemple la formation ou alors des ateliers de sensibilisation, c'est-à-dire on forme les personnes pour qu'elles acquièrent de nouvelles compétences ou connaissances qui vont leur servir à changer les comportements. Par exemple des questions de discrimination, on va leur donner en gros de nouvelles compétences et aussi peut-être casser des croyances limitantes qu'ils pouvaient avoir. Ensuite, on peut procéder par exemple à un accompagnement. L'accompagnement, c'est vaste. Donc ça peut être un accompagnement individuel, par exemple ce que fait le psychologue clinicien, mais ça peut être un accompagnement collectif. Dans le monde du travail, on a par exemple l'analyse de la pratique professionnelle, où on va suivre des groupes de salariés sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut aussi faire de l'accompagnement au changement dans toute l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise veut changer sa façon de fonctionner, il faut s'y prendre à l'avance, il faut réfléchir à comment faire, les différents freins qu'il va y avoir par rapport aux salariés. Donc il faut faire d'abord une phase de diagnostic et ensuite l'accompagner dans les différentes actions à mettre en place. Donc pour ça, on met en place ce qu'on appelle un comité de pilotage, pour piloter le projet. Et le psychologue social et du travail peut faire partie de ce comité pour justement donner ses conseils par rapport à un diagnostic qu'il a pu faire, mais aussi par rapport à ses connaissances. On peut aussi faire ce que font les enseignants-chercheurs, donc des rapports d'études, c'est-à-dire prouver en quelque sorte que telle variable entre en jeu sur tel comportement. Et donc aussi mettre en garde les institutions publiques, mettre en garde les politiciens sur, s'ils écoutent ou non, mais par exemple le changement climatique, eh bien voilà, on fait ce rapport d'études qui prouve que telle ou telle action humaine joue sur le changement climatique, alors il faudrait faire quelque chose. Eh bien c'est pareil en psychologie, on va pouvoir voir que tel ou tel élément de la société va jouer sur le bien-être de la population, donc voilà, on pourrait faire telle ou telle chose. Donc les rapports d'études servent à grande échelle à sensibiliser aussi les gens auxquels on n'a pas forcément accès. Ensuite, on va pouvoir mener des expérimentations. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on faisait déjà des tests utilisateurs pour voir comment les gens utilisaient un service ou un outil numérique. Et donc là, à partir des variables qu'on a pu en extraire, on va pouvoir changer l'outil ou le service. Et pour voir s'il correspond vraiment aux attentes qu'on a pu détecter, on va expérimenter, on va demander aux gens, allez-y, essayez cet outil maintenant dans sa nouvelle version, ou ce service, ou même un nouveau service qu'on a pu créer grâce à une détection de leurs besoins. Et ensuite, on va pouvoir réajuster en fonction des retours qu'ils vont pouvoir nous faire. L'expérimentation, ça peut aussi servir par exemple à mettre des personnes dans la peau d'une autre. Par exemple, mettre un homme dans la peau d'une femme lors d'un atelier, peut-être pour qu'il puisse voir ce que vivent les femmes, par exemple, dans certaines situations. Ça aide mieux, donc c'est un jeu de rôle, mais voilà, ça rentre dedans, c'est une expérimentation. Et enfin, on a les campagnes de communication.
Donc c'est quelque chose de très large, c'est-à-dire, par exemple, adapter le contenu à un public. Par exemple, si vous voulez parler des IST, eh bien, vous n'allez pas utiliser les mêmes supports, donc les mêmes canaux et le même contenu selon la population que vous visez. Par exemple, si vous visez les adolescents, vous allez peut-être plus essayer de passer par TikTok ou un réseau social, ou en tout cas quelque chose qu'ils utilisent, et avec leur façon de faire, donc leur propre code, et ce que vous ne ferez pas avec un public plus adulte, peut-être plus dans le monde professionnel, où là vous serez peut-être plus sur, par exemple, faire des posters à mettre en entreprise, etc. Donc on adapte le contenu, mais aussi le support à la population. Et pour ça, il faut aussi savoir quelles sont les connaissances de ces populations, qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles croient par rapport, par exemple, aux IST, pour ensuite, dans la communication, expliquer ça et réajuster les croyances pour rétablir la vérité. Voilà, on peut faire donc beaucoup de choses dans les campagnes de communication. Ensuite, avec ces différents outils de diagnostic et de mise en pratique, on peut jouer sur beaucoup de leviers, sur beaucoup de sujets. Et là, je vais donc en parler un peu plus en détail de ces différents points sur lesquels peut travailler un psychologue social avec ces outils. Donc d'abord, je vais expliquer quelles sont les grosses catégories qui existent sur lesquelles on peut jouer. Et ensuite, les liens qu'elles ont entre elles. Donc déjà, l'individu en lui-même, il y a beaucoup de variables, son passé, sa santé, ses croyances, etc. Ensuite, cet individu vit dans un environnement physique qui aussi contient des variables sur lesquelles on peut jouer. Dans cet environnement physique, autour de lui, il y a des personnes, donc un environnement social qu'il côtoie. Et tous ces éléments sont inclus dans une société qui elle-même a des normes, des règles, etc. Donc là, on a beaucoup d'éléments et tous ces éléments interagissent entre eux. Là, je vais mettre ensemble l'environnement social et sociétal pour ensuite expliquer et simplifier le schéma d'après. Dans l'individu en lui-même, je vais séparer trois parties. Je vais d'abord mettre les représentations, c'est-à-dire comment il se représente lui-même, mais aussi son environnement physique, son environnement social, voilà, etc., comment il se représente les autres. Ses comportements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait concrètement. Et ensuite, donc, sa physiologie, c'est-à-dire son corps, donc, comme je l'ai dit, son état de santé, comment est son corps, etc. Je vais les présenter, ces différents éléments différemment pour que ce soit plus facile pour le schéma que je vais faire après. Donc je redispose les éléments différemment. Et entre eux, donc il y a des flèches, donc des interactions entre tous ces éléments. Et sur chacune de ces flèches, donc chacune de ces interactions, le psychologue social peut agir parce que comme c'est un système, en touchant à l'un des éléments, on impactera forcément les comportements. Donc je vais détailler un peu plus chacune de ces flèches, rapidement, ce qu'on peut y faire. Donc si je commence par l'environnement physique et sa relation avec l'environnement social, c'est-à-dire avec les personnes qui s'y trouvent, ou celles qui y passent tout simplement, par exemple passer dans une rue, dans un quartier, on a la question de la mixité sociale. Par exemple, est-ce qu'un quartier, on va le définir comme ah bah c'est le quartier des riches, c'est le quartier des bobos, c'est le quartier des pauvres, c'est le quartier de etc. Donc est-ce qu'il y a de la mixité sociale ou plutôt est-ce qu'on a l'impression qu'il y a surtout une concentration d'une certaine catégorie sociale, ce qui veut dire que tel environnement physique est associé à telle catégorie sociale. Donc là, on va être sur une question de mixité sociale. Est-ce que ce ne serait pas mieux de remélanger les gens dans ce quartier parce qu'on a l'impression qu'il y a une concentration que d'une seule partie de la population. Ensuite, on a la question de la mémoire sociale, c'est-à-dire un lieu donné, donc un pays, une ville, une rue, un monument, etc., n'importe, quelque chose de physique, lui est attribué une mémoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé à cet endroit-là, et les gens vont discuter de cette mémoire, mais elle n'est pas forcément liée, elle ne colle peut-être pas forcément à l'histoire de cet endroit. En gros, c'est plutôt comment les gens en parlent, qu'est-ce qu'ils valorisent dans cet endroit, et peut-être qu'est-ce qu'ils taisent par rapport à l'histoire de cet endroit pour que ce soit plus valorisant pour leur identité à travers leur lieu. Et donc quand je parle d'identité aussi à travers le lieu, là on touche à l'identité de lieu. C'est-à-dire comment moi je m'identifie au lieu auquel j'habite. Est-ce que je suis en quelque sorte fier de venir de tel endroit ou de tel endroit ou alors même de tel quartier. Du coup, ça constitue mon identité. Quand je pense à mon identité aujourd'hui et comment je l'ai forgée, je vais
beaucoup m'imprégner de ce lieu a compté beaucoup pour moi et même encore aujourd'hui, il a beaucoup travaillé à former qui je suis. Voilà, là on est sur l'identité de lieu. Comment l'environnement physique peut impacter lui directement les comportements? Alors on a la question des nudges. Les nudges, c'est par exemple des outils, enfin des mises en place d'éléments visuels dans notre environnement pour nous inciter à changer les comportements. Par exemple, mettre une petite mouche dans l'urinoir des hommes pour qu'ils arrêtent de faire pipi à côté parce qu'ils vont vouloir viser la mouche. Et du coup, ça change leur comportement puisque effectivement, ils ne font plus pipi à côté. Ou en tout cas moins. Ensuite, il y a aussi mettre des petites empreintes de pas vertes par terre qui vont jusqu'à une poubelle pour indiquer, bah, ici, il y a une poubelle. Ou alors, on peut encore avoir, pour empêcher les gens de jeter leurs mégots partout, mettre un peu partout des poubelles à mégots en quelque sorte, mais avec 2 colonnes. C'est-à-dire, là, chaque colonne, c'est je vote pour quelque chose. Donc là, je vote pour telle chose ou je vote pour telle chose. En gros, c'est un peu donner son avis sur quelque chose. Mais ce n'est pas une vraie étude, c'est juste pour les inciter, quelque chose qui va leur donner envie. Par exemple, pain au chocolat, chocolatine, bah, les gens ils vont le mettre leur mégot soit dans une colonne, soit dans l'autre. Et voilà, ça fait un petit peu un vote, mais l'idée c'est de en fait, les inciter à ne pas jeter leur mégot par terre. Donc là, on est sur du nudge. Ensuite, on a l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire selon la disposition des éléments dans l'espace, selon si c'est un endroit étroit ou alors très grand, s'il est lumineux, etc., je ne vais pas me comporter de la même façon. Et ensuite, il y a aussi dans cet espace le mobilier urbain, c'est-à-dire, par exemple, si je veux m'asseoir, est-ce que je peux m'asseoir tout seul ou est-ce qu'il y a forcément quelqu'un qui va s'asseoir avec moi parce que les bancs sont grands ou alors ils sont tout petits, donc ça c'est plus des chaises, je vais pouvoir être tout seul, etc. Donc, le mobilier urbain, ce qui est proposé, va modifier nos comportements. Ensuite, la façon dont on se représente l'environnement dans lequel on est va aussi jouer sur le design. Par exemple, si c'est un endroit tout gris ou coloré, ça ne va pas me donner autant envie de m'y trouver. Typiquement, si un arrêt de bus, il est sous un Porsche tout gris, tagué et tout ça, est-ce que j'ai envie d'y aller? Ou alors est-ce que s'il est coloré dans un espace grand, avec de la verdure, etc., je vais peut-être plus avoir envie de le prendre. Ensuite, l'impact de nos comportements sur la physiologie et inversement, c'est-à-dire notre mode de vie, comment il impacte notre corps, si on fait du sport, si on mange beaucoup, si on mange gras, si on mange que des fruits et légumes, etc. Ça va impacter notre corps, mais aussi directement sur le corps, il y a la question du genre, c'est-à-dire en fonction de ton corps, je vais attendre tel type de comportement, enfin la société, c'est-à-dire si je suis un homme ou une femme, donc là aussi, à ce niveau-là, on va pouvoir jouer, enfin en tout cas travailler sur les questions de genre, donc le fait d'affilier un comportement à telle ou telle personne selon son corps. Ensuite, on a comment le corps en lui-même impacte nos représentations. C'est-à-dire si je vois quelqu'un, juste voir son corps, je vais penser quelque chose. Là, on est sur des questions de stéréotypes, de préjugés et de discrimination. Par exemple, s'il a telle couleur, eh ben, je vais me représenter telle chose, c'est-à-dire je le mets dans une case, par exemple, dangereux, et bien hop, je vais avoir un comportement d'évitement. Le gros aussi du travail qu'on peut avoir, c'est sur comment notre environnement social et la société dans laquelle se trouve forge en quelque sorte la façon dont on se représente le monde extérieur et les autres, mais aussi nous-mêmes. Donc là, on a toutes les questions de socialisation, c'est-à-dire comment on a été socialisé, comment on nous a appris les différentes règles de la société. Aussi les questions de statut et rôles sociaux, c'est-à-dire est-ce que on m'a appris qu'il fallait être bien placé dans la hiérarchie sociale pour être bien vu, etc. Est-ce que je dispose de soutien autour de moi? C'est-à-dire je ne vais pas me percevoir de la même façon si les gens me soutiennent ou s'ils me laissent tomber. On a évidemment toutes les questions des normes qui sont mises en place, qu'elles soient formelles ou informelles. Est-ce qu'elles sont justes, injustes? Est-ce qu'elles discriminent certaines populations? Est-ce qu'elles ne font pas un peu trop de pression sur la population et de façon injustifiée, etc. Il y a toutes les questions de comparaison sociale, je me compare aux autres, qu'est-ce que ça veut dire de mon identité, quelle identité je voudrais avoir, mais aussi les réseaux sociaux, comment ça impacte la perception que j'ai de moi-même en fonction des codes sociaux qui sont amplifiés dans ces endroits-là. Et enfin, on a comment nos représentations impactent nos comportements. Là, on va pouvoir jouer sur la communication ou l'expérimentation, c'est-à-dire la communication, c'est-à-dire par exemple en expliquant les choses tout simplement, en donnant des connaissances, on va pouvoir modifier les comportements. Par exemple, la façon dont on va présenter
une information. Par exemple, si je vous dis un vaccin fonctionne à 90%, vous allez vous dire waouh, c'est super, il est bien ce vaccin. Par contre, si je vous dis ce vaccin ne fonctionne pas sur une personne sur 10, vous allez dire waouh, c'est moins cool. Pourtant, c'est exactement la même information. Eh bien, la façon dont on donne l'information va changer les perceptions et donc les comportements des gens. Il y a, par exemple, là, de façon théorique, pour la communication, on peut utiliser donc, tout ce qui est question de biais cognitifs, qui sont déjà très utilisés dans le marketing, qui nous font vendre, qui nous font acheter des choses justement parce qu'ils utilisent nos biais. La distance psychologique, c'est-à-dire à quel point je me sens concerné. Par exemple, le changement climatique. Maintenant qu'il y a des canicules et tout ça, les gens commencent à se dire, bah oui, ça m'impacte aussi, mais tant que j'avais l'impression que ça touchait d'autres pays, bah, c'est pas trop grave. Donc c'est-à-dire ramener dans l'esprit des gens le fait que ça touche aussi leur quotidien, ça c'est la distance psychologique. On va pouvoir aussi faire des conférences tout simplement pour informer les gens ou des ateliers de sensibilisation par-ci par-là, par exemple même sur le marché pour sensibiliser telle ou telle population. Donc tout ce qui est communication, on va donner de l'information pour changer les croyances et donc changer les comportements. Ensuite, on a tout ce qui est expérimentation, comme j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire on permet aux gens d'essayer pour changer leur comportement, leur mode de vie, etc. C'est-à-dire, par exemple, allez-y, essayez pendant un mois de ne pas manger de viande et on verra si ça vous manque. Bon, il faut leur trouver une compensation pour leur donner envie de le faire dans un premier temps, évidemment. Mais ça, justement, c'est le travail de la communication. Justement, faire en sorte que les gens se sentent concernés et aient envie d'essayer. Donc, on les fait tester et après, peut-être ça va changer leur comportement. Ou en tout cas, au moins leur croyance sur le sujet. Donc voilà, c'est à peu près là, dans ce schéma, en gros, tous les éléments sur lesquels on peut travailler et qu'on peut étudier avec les outils dont j'ai parlé plus tôt, donc des outils de diagnostic et ensuite pour mettre en place des actions concrètes, on peut le faire sur chacun de ces niveaux selon le levier qu'on veut utiliser. Pour conclure, on peut dire que les outils du psychologue social peuvent se répartir dans des catégories. Ceux qui peuvent servir à faire un diagnostic et ceux qui peuvent servir à mettre en place des actions concrètes pour changer ce qui a été constaté lors du diagnostic. Ces outils sont généraux et la façon de les utiliser et leur contenu va être différent selon les problématiques sur lesquelles on va devoir travailler. Par exemple, on ne va pas mener un entretien de la même façon si on parle de la pollution ou bien des discriminations. Et les variables donc qu'on va utiliser et qui vont servir à faire le guide d'entretien ne vont pas être les mêmes. Si jamais j'ai oublié des outils, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et évidemment, vous pouvez vous abonner et laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!